La lumière, onde, particule. Nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo. Nous avions vu que pour les ondes rectilignes à la surface de l'eau, lorsqu'elles rencontrent une ouverture de largeur petit a, et bien à ce moment-là, elles se propagent en sortie de l'ouverture dans toutes les directions. Ce phénomène s'appelait la diffraction. Qu'en est-il pour la lumière? Eh bien, lorsqu'une source lumineuse arrive dans une fente ici, eh bien, nous observons également en sortie de la fente que la lumière se propage dans toutes les directions. Donc, la lumière est également sujette au phénomène de diffraction. Nous avions également observé, lorsque nous avons deux sources d'ondes à la surface de l'eau, eh bien, le phénomène qu'on appelle le phénomène d'interférence, c'est-à-dire de superposition de ces deux ondes en des endroits privilégiés de l'espace. La figure d'interférence nous donnait ceci. Lorsque nous éclairons avec une source lumineuse deux fentes dites fentes Young, eh bien nous observons sur l'écran ici des franges lumineuses et des franges sombres, franges lumineuses de même taille. Cette figure s'appelle une figure d'interférence. En effet, ces deux sources lumineuses interfèrent dans cette région de l'espace pour donner cette figure d'interférence. Ces deux sources lumineuses sont dites synchrones, c'est-à-dire qu'elles vibrent en phase. Les phénomènes de diffraction et d'interférence nous permettent d'affirmer que la lumière est une onde. Dans le traité de la lumière, Huygens 1643-1695 interprète la lumière comme la propagation d'une onde. Maxwell 1831-1879 élabore la théorie de la propagation des ondes électromagnétiques. La lumière devient alors un cas particulier d'onde électromagnétique de longueur d'onde comprise entre 380 pour le violet et 780 nanomètres pour le rouge. Nous avons vu que la lumière est une onde, mais est-ce que c'est aussi quelque chose d'autre? Eh bien, l'effet photoélectrique qui consiste en l'ionisation d'un atome, c'est-à-dire éjection d'un électron qui gravite autour du noyau, grâce à l'apport d'un rayonnement gamma, donc rayonnement gamma c'est une onde électromagnétique de forte énergie, montre que la lumière peut également être assimilée à une particule, ce serait une sorte de particule qui tape ici sur l'électron et qui ionise l'atome. C'est en 1905 que M. Einstein démontre que la lumière n'est pas seulement une onde, mais c'est également une particule qu'il nomme photon. En 1905, M. Einstein postule que la lumière est constituée d'un flux de particules appelé photons. Il explique ainsi l'effet photoélectrique mis en évidence par Hertz en 87. Donc la lumière est à la fois une particule et à la fois une onde. L'énergie E d'une onde électromagnétique est égale au produit de la constante de Planck H par sa fréquence nu. E égale H fois nu. Avec pour unité E en joules, H constante de Planck en joules fois seconde et nu en hertz ou en seconde moins 1. Un petit exercice, calculer l'énergie des rayonnements rouge et bleu se déplaçant dans le vide de longueur d'onde respective lambda R 720 nanomètres et lambda B 450 nanomètres. La célérité de la lumière dans le vide est C égale 300 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Bien, alors, vous allez démarrer un exercice. Toujours la base, c'est quoi? D'écrire les données, d'écrire l'inconnu, et puis ensuite, eh bien, on va écrire évidemment la formule qui lie l'inconnu et les données. Donc, on sait que l'énergie, par exemple, du rouge, c'est égal à H fois la fréquence du rouge. Bon, on est un petit peu embêté, on n'a pas la fréquence. Pour ce qu'on fait, on essaye de la déterminer. Alors, comment? On sait que la célérité, c'est en mètres par seconde, donc c'est une longueur d'onde divisée quoi? Par la période du rouge. La période du rouge, 1 sur la période du rouge, vous savez que c'est la fréquence du rouge.
Autrement dit, eh bien C égale lambda fois la fréquence du rouge. On l'a. Que vaut l'énergie du rouge par conséquent? Eh bien, H fois nu R, c'est-à-dire nu R qui vaut quoi? Eh bien, C sur lambda R. Voilà pour l'énergie du rouge. On va voir maintenant l'énergie du bleu. Ben, c'est exactement la même formule, hein. C'est l'intérêt d'écrire l'expression littérale. HB égale H fois C sur lambda B. Avant d'aller plus loin, avant de faire le calcul, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours vérifier les unités. C'est la règle d'or. Des joules égale des joules fois des secondes pour la constante de Planck, fois C qui est la vitesse de la lumière en mètres secondes moins 1 divisé par lambda qui est en mètres. Mètres, ça se simplifie. Seconde fois seconde moins 1, ça fait seconde puissance 1 fois seconde moins 1, ça fait seconde puissance 0, 1. Donc on a bien ici 1 fois des joules. On peut passer au calcul. Je vais tuer mon voisin là avec ses... Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Alors attention, le calcul, on écrit toutes les données numériques, c'est-à-dire pour ER, eh bien, ça nous fait 663 fois 10 moins 34. Attention aux unités, C, eh bien, en mètres secondes moins 1, 300 10 puissance 8, divisé par lambda R. Alors attention, on doit mettre ceci en mètres, c'est-à-dire 720 fois 10 moins 9, puisque 1 nanomètre égale 10 moins 9 mètres. Quand vous faites votre calcul, mettez bien toujours le dénominateur entre parenthèses. Donc, ce qui nous fait pour l'énergie ER égale 2,76 fois 10 moins 19. Et attention, on souligne bien, comme ça, au bac, l'examinateur voit bien que vous avez trouvé la bonne solution. Et surtout, vous vérifiez bien que vous n'avez pas oublié l'unité. Même chose pour la deuxième, l'énergie du bleu, j'arrive tout de suite, elle vaut 4,42 10 moins 19, 4,42 fois 10 moins 19 joules. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que l'énergie du bleu est plus grande que le rouge. Donc au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on aurait en ordre croissant? Eh bien on aurait d'abord le rouge, puis le jaune, puis le vert, puis le bleu, et puis le violet. Le violet est encore plus énergétique que le violet, eh bien ce qu'on appelle les ultraviolets, qui nous permettent d'avoir ce beau bronzage, et moins énergétique que le rouge, c'est les infrarouges qui sont dégagés par les corps chauds. Voilà. En 1924, M. de Broglie généralise la dualité onde-particule admise pour la lumière à tout objet microscopique, électrons, protons, neutrons. Donc tous ces objets sont à la fois des ondes et sont à la fois de la matière. Cette dualité était mise en évidence en 1927 par l'observation du phénomène de diffraction, puis plus tard d'interférence pour les électrons. M. de Broglie introduit la notion d'onde de matière. À chaque particule en mouvement, on associe une onde de matière de longueur d'onde lambda liée à la quantité de mouvement P de la particule par la relation suivante, P égale, quantité de mouvement, égale constante de Planck H sur lambda. Une remarque, le comportement ondulatoire des objets microscopiques, donc électrons, etc., est significatif lorsque la dimension A de l'obstacle ou de l'ouverture, par exemple dans le cas de la diffraction, est du même ordre de grandeur que leur longueur d'onde de matière lambda. Un exercice, déterminer la longueur d'onde de l'onde de matière associée à un électron de masse m égale 9,11 10-31 kg et de vitesse v égale 400 mètres par seconde. Quelle est la taille de l'ouverture permettant d'observer la diffraction d'un faisceau d'électrons possédant ces caractéristiques? Un exercice sur cette relation de M. de Broglie. J'ai réécrit les données, j'ai écrit l'inconnu, on cherche la longueur d'onde associée à cet électron, qui peut donc être considéré comme une onde et une particule. On sait que la quantité de mouvement de l'électron est égale au rapport de la constante de Planck sur la longueur d'onde. On en déduit que lambda égale H sur P. Alors, pour vérifier les unités, il faut écrire évidemment que H est en joules fois des secondes, et la quantité de mouvement, P,
on sait que c'est le produit de la masse de l'électron fois sa vitesse. Bien, donc divisé par masse kilogramme, et puis V mètre seconde moins 1. Les joules, bien on va prendre par exemple l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 de mv carré, donc on sait que les joules peuvent être également exprimés à l'aide de la masse, kilogramme, fois mètre seconde moins 1 au carré, la vitesse au carré, donc mètre seconde moins 1 au carré, ça nous fait mètre carré, seconde moins 2. Reportons dans cette expression, donc lambda c'est en mètres, joules ce sont donc des kilogrammes mètre carré seconde moins 2 fois des secondes, divisé par des kilogrammes mètre seconde moins 1. Seconde moins 2 fois seconde puissance 1, ça fait seconde moins 1. Kilogramme divisé par kilogramme, ça simplifie. Mètre carré divisé par mètre, il ne nous reste plus que des mètres. Et puis au dénominateur, on a donc des secondes moins 1, ce qui nous donne donc bien des mètres. L'expression est bien homogène. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. On remplace chaque valeur, donc H sur P, M fois V, c'est-à-dire 663 fois 10 moins 34, divisé par, entre parenthèses, n'oubliez pas d'écrire le dénominateur entre parenthèses quand vous faites le calcul, 9,11 10 moins 31 fois 400. Ce qui nous donne la longueur d'onde lambda égale 1,82 fois 10 moins 6 mètres, c'est-à-dire 1,82 micromètres. Donc on peut associer à cette particule électron une onde de longueur d'onde lambda égale 1,82 10 moins 6 mètres. Si on veut voir le phénomène ondulatoire de cet électron, il faudra par exemple au cours de la diffraction interposer une fente ou un fil de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, c'est-à-dire de l'ordre du micromètre, pour observer le phénomène de diffraction. Vous cliquerez sur l'animation suivante dans le site exovideo.com et vous répondrez à ces deux questions. La position des impacts des photons est-elle aléatoire? Où se trouve la probabilité d'impact la plus élevée et la plus faible? J'ai réglé le nombre de photons à 5000. Nous avons utilisé des fentes de Young et nous allons observer l'impact des photons sur cette plaque photographique. Cliquons sur Départ. Nous voyons que les photons ont des points d'impact aléatoires. Néanmoins, on voit qu'ils ont des probabilités de présence plus importantes dans cette zone-là, dans celle-ci et dans celle-ci. Et nous obtenons une figure d'interférence que nous avons déjà visionnée dans le cas des ondes lumineuses. Nous observerions exactement le même phénomène dans le cas où nous utilisons un faisceau d'électrons et deux fentes étroites. Au cours du temps, nous voyons que la probabilité d'impact des électrons est plus importante dans ces franges dites brillantes et la probabilité d'impact est plus faible dans ces franges plus sombres. En conclusion, les particules du monde microscopique sont soumises à des lois probabilistes. Seule l'étude d'un grand nombre de particules permet d'établir un comportement. Le laser le plus utilisé est généralement celui qui utilise un mélange de gaz hélium et néon. Dans une ampoule de verre, on enferme les deux gaz et aux extrémités de cette ampoule, on trouve un miroir complètement réfléchissant et un autre semi-réfléchissant qui ne laisse passer que 1% environ de la lumière. On place deux électrodes reliées à une source de tension électrique avec la borne plus et la borne moins. On enferme dans l'ampoule des atomes d'hélium et de néon. Ces atomes d'hélium ne possèdent que 4 nucléons, alors que les atomes de néon, plus gros, en possèdent 20. Lorsqu'on referme l'interrupteur, eh bien, des électrons partent de la borne moins pour aller vers la borne plus et pénètrent dans l'ampoule. Les électrons, à ce moment-là, rentrent en collision avec les atomes d'hélium. Et à ce moment-là, l'électron de l'hélium passe à un état
d'énergie ou un niveau d'énergie supérieur. Il se trouve à ce moment-là un peu plus éloigné du noyau. Ensuite, l'atome d'hélium entre en collision avec celui du néon. Cette collision a pour effet d'exciter l'atome de néon qui passe à un niveau d'énergie supérieur. Lorsque l'atome de néon se désexcite, il émet un photon que nous voyons ici. Le photon, je vous rappelle, est une onde électromagnétique d'énergie E égale h nu. Lorsque ce photon passe à côté d'un atome de néon qui est déjà excité, eh bien cet atome de néon excité va générer un photon. On appelle ça une émission stimulée. La propriété qu'ont ces deux photons, c'est qu'ils vibrent en phase. On appelle ce type de source de lumière cohérente. Ces photons vont se diriger vers le miroir semi-réfléchissant. Une partie de ces photons va traverser le miroir semi-réfléchissant et une autre partie va être réfléchie. À nouveau, ces photons qui sont réfléchis vont provoquer des émissions simultanées de photons. Il y aura donc de plus en plus de photons qui vont être émis et vont produire une source de lumière cohérente, directive et très énergétique. En conclusion, un laser émet un faisceau de lumière cohérente, monochromatique, car tous les photons ont exactement la même longueur d'onde, donc correspondent à la même couleur, unidirectionnel, ce qui permet une concentration spatiale de l'énergie. Nous avons également le laser à impulsion qui permet de concentrer dans le temps l'énergie grâce à des émissions de courte durée. Alors, on a vu précédemment qu'un électron possède des niveaux d'énergie discontinus ou quantifiés, c'est-à-dire le niveau E0, E1, E2, En, EP. Ces niveaux sont discontinus par opposition au niveau d'énergie continue du monde macroscopique. Bien, alors, quand est-ce que l'électron passe d'un niveau d'énergie E0 plus bas à un niveau d'énergie E1 plus haut? Eh bien, au cours d'une excitation avec apport d'énergie, par exemple, d'un photon, comme on a vu dans le cas du laser, à ce moment-là, l'électron passe du niveau d'énergie E0 à E1 si ce photon possède une énergie E qui est égale à la différence de niveau d'énergie entre E1 et E0. Quand est-ce que l'on observe une désexcitation? Eh bien, c'est l'inverse. Imaginez que votre électron ait un niveau d'énergie EP plus élevé, il se désexcite, et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? En se désexcitant, il va émettre à son tour un rayon ou à une onde électromagnétique d'énergie E égale à quoi? Eh bien, elle sera égale à EP moins EN. Voilà pour les deux types de transition de niveau d'énergie électronique au cours d'une excitation ou d'une désexcitation. Bien, un petit exercice donc maintenant pour s'entraîner. La lampe à vapeur de sodium, eh bien, les atomes de sodium sous forme gazeuse, quand ils se désexcitent, ils émettent un rayonnement jaune, que vous avez vu déjà en seconde, rayonnement jaune de longueur d'onde lambda égale 589,0 nanomètres. Vous chercherez quelle est la variation d'énergie correspondant à une désexcitation pour les électrons du sodium ici. Ce delta E, vous le trouverez en électronvolts, car les niveaux d'énergie sont donnés en électronvolts. Un électronvolt, ça correspond à une énergie de 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. À vous de jouer. On a vu que quand l'atome passait d'un niveau excité à un niveau un peu moins excité, il émettait un rayonnement de longueur d'onde lambda. Un rayonnement qui a une énergie delta E qui est égale à EP moins EN,
que l'on va essayer de déterminer. Qui est EP? Qui est EN? Ça, c'est la grande question. Delta E égale HC sur lambda. Au passage, on vérifie que cette expression est homogène. H est en joules secondes. J'ai bien dit joules secondes. Je n'ai pas dit joules par seconde. Joules secondes. Multiplié par C qui est en mètres secondes moins 1. Divisé par des mètres. Mètres, seconde moins 1, seconde. Ça fait sans unité. Tout ça, donc on retient bien les joules. Delta E sera donc trouvé en joules. Attention. Delta E égale donc H 662 10-34 fois C, vitesse de la lumière, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, divisé par lambda qui vaut 589,0, 10 moins 9 mètres. On fait le calcul pour delta E. Donc delta E égale 3,37 fois 10 moins 19 joules. Ce qui nous fait, puisque 1 électron-volt égale 1,6 10 moins 19 joules, je vous rappelle qu'une énergie d'un électron-volt est égale à 1,6, 1,70 moins 19 joules, eh bien, on aura à ce moment-là delta E qui est égal à 3,37 10 moins 19 divisé par 1,60 10 moins 19, ce qui nous fait delta E en électron-volt qui est égal à 2,11 électron-volt. A noter que cette donnée a 3 chiffres significatifs, celle-ci aussi et celle-ci en a 4. Vous devez donner le résultat avec un nombre de chiffres significatifs égal à celui de la donnée qui en possède le moins, c'est-à-dire 3 chiffres significatifs évidemment. Niveau d'énergie microscopique. Il existe 3 grands types de niveaux d'énergie microscopique. Les niveaux d'énergie électronique que nous venons de voir, qui sont déterminés dans le cas d'un atome seul, non liés à d'autres atomes. Les niveaux d'énergie nucléaire, correspondant aux différents niveaux d'énergie du noyau, et les niveaux d'énergie au sein d'une molécule. Donc ceux concernant les niveaux d'énergie d'un atome, sont définis de la façon suivante. Un atome gagne ou cède de l'énergie en faisant transiter un électron d'un niveau d'énergie quantifié En à un niveau d'énergie quantifié Ep. C'est une transition d'énergie électronique. Lors d'une transition électronique, les atomes émettent ou absorbent des photons dans le domaine des ultraviolets ou du visible. Si l'électron absorbe un photon d'énergie E égale H nu égale Ep moins En, eh bien à ce moment-là, l'électron passera d'un niveau d'énergie En plus faible à un niveau d'énergie Ep plus élevé. Il s'agira d'une excitation. Si maintenant l'électron se désexcite d'un niveau d'énergie Ep à un niveau d'énergie En, il va libérer un photon d'énergie E égale H nu égale Ep moins En. Niveau d'énergie au sein des molécules, on en distingue 4 types. L'énergie électronique des électrons, comme pour les rayonnements électroniques des atomes, les rayonnements émis se trouvent dans le domaine du visible et des UV. Petit 2, l'énergie de translation de la molécule. Petit 3, l'énergie des vibrations dues aux oscillations des noyaux autour de leur position d'équilibre. Nous pouvons voir sur cette animation les différents types d'énergie de vibration qui correspondent à des énergies d'étirement symétrique, antisymétrique, de cisaillement, de bascule, d'agitation et de torsion. Et enfin, l'énergie de rotation de la molécule autour de son centre d'inertie. La transition entre deux niveaux d'énergie de rotation est de l'ordre du milliélectronvolt, ce qui correspond à des ondes électromagnétiques faisant partie de l'infrarouge lointain. La connaissance des différents niveaux d'énergie d'une molécule nous permet de déterminer sa structure par spectroscopie infrarouge, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4.